nous disons que nous voulons une élection qui soit crédible, pour confirmer, l'élection implique aussi que ceux qui sont candidats ou bien celles qui sont candidates ont le droit constitutionnellement d'être candidats. Ça aussi, ça confirme la crédibilité d'une élection. Que ceux qui se lèvent le matin, le jour du scrutin, pour se rendre aux urnes et donc exprimer leur voix, ont le droit de cette expression-là. Et sur le chemin, donc, pour aller s'exprimer, qu'on ne les empêche pas, qu'on ne les intimide pas. Tout cet environnement-là, pour nous, est majeur. Mais, ça revient à une chose, docteur Moukété. Pour nous, les élections sont crédibles. C'est pourquoi il faut faire la promotion des élections. Et il ne faut pas dire que tant que quelqu'un est au pouvoir, c'est-à-dire que lui, là, il est au pouvoir, il n'y aura pas ça. Même si c'est ce qui est démontré. Vous pensez, je ne parle pas de seulement du président Alassane Ouattara, on sait qu'il partira, lui-même il sait qu'il partira un jour, mais est-ce que vous pensez que le système qu'il a mis en place, le système ouattariste, mélangé avec le fouettisme, vous pensez que vous là, vous Éric Kelly et puis les autres de votre génération, vous pensez que vous pouvez déboulonner ces systèmes-là au cours d'une élection libre, transparente, ou bien si vous voulez honnête? Vous pensez que c'est possible? C'est difficile, ce n'est pas possible, comme vous pouvez le dire ou bien le croire. Mais non, c'est une question que je vous pose. J'arrive. Vous faites la part, vous posez deux questions que vous combinez en même temps et j'appelle les gens. Enfin, je vais appeler qu'on fasse attention. Vous parlez d'un système qui est en place. Vous comprenez? Ou bien un système qui va perdurer. Vous parlez d'arriver au pouvoir. À supposer, comme je vous l'ai dit, à supposer en début d'émission, que vous avez, comment on appelle ça, quelque chose qui arrive, hein, il va partir du pouvoir, quelque chose que vous mettez dans, il va partir. Le système dont vous parlez qui est en place est mis en place par des hommes. Je crois fermement qu'il reste encore en Côte d'Ivoire, 1, au Gabon, 2, et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, 3, dans l'ensemble de l'Afrique, encore des filles et des fils qui sont capables, effectivement, de chatouiller les systèmes corrompus qui sont mis en place pour installer des systèmes fiables qui à des élections qui nous amènent vers la joie et non pas vers le chaos à chaque fois. Moi, je crois à ça. Je crois à ça. Et pourquoi je crois à ça? Je crois à ça parce qu'il y a beaucoup d'exemples. En début d'émission, je viens de citer le cas du Botswana. Donc, si je comprends avant de donner la parole à Jacques, si je comprends ce que tu es en train de dire, c'est que le système ouattariste va mourir avec le président Ouattara. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Je n'ai pas dit ça non plus. Vous avez dit ça existe en Occident. Dès que le leader il perd une élection, le parti est aux abois. Hein. Après le parti, il y a des partis qui n'arrivent pas à se reconstituer. Est-ce que ça peut être le cas du docteur Alassane Ouattara? Non, même s'il y a la relève, hein, il y a des jeunes qui sont. Ça n'existe pas simplement en Europe. Ça existe aussi en Afrique. Dès que le président Foumbagné est mort, le PDCI est rentré dans une période de tumulte. Oui, mais parce que Bédier, il a été, permettez-moi l'expression, il n'a pas pu assurer la relève. Ça, c'est votre jugement. C'est-à-dire Non, ça, c'est votre jugement. C'est votre jugement. Que vous pensez que Bédier n'a pas pu assurer la relève, ce n'est pas ça le point de mon débat. Mais tout le monde savait que ça n'a pas marché parce que Bédier n'a pas su assurer la relève. Il passait tout son temps à voir le Ce n'est pas ça la question pour moi, docteur Moukétou. Ce n'est pas ça la question. La question pour moi, c'est la question du système dont vous parlez. En début d'émission ou bien quelquefois au milieu de l'émission, quand vous avez évoqué la mort du président Foumbagné qui est parti avec son système, je vous ai dit non, qu'il y a beaucoup d'éléments de ce qu'on appelle son système qui ont survécu et qui ont continué de permettre, si vous voulez, la pratique de la politique en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qui va se passer. Sinon, quand vous parlez des partis où le leader n'est plus là, ou bien les partis quittent le pouvoir et puis deviennent des cadavres, on n'a pas besoin d'aller loin pour chercher où se trouve le Fonds populaire ivoirien aujourd'hui. Dès que le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, on sait les tumultes dans lesquels ils sont rentrés, on sait où ils se retrouvent aujourd'hui.
Je vous ai dit que le PDCI-RDA, quand le président Foumbagné meurt, le PDCI a connu donc un moment difficile et on a vu des différentes entités qui sont sorties de ce parti-là. Le RDR lui-même, quand Denis Kobila le créait, ce sont des membres du PDCI-RDA qui sont partis. Donc ça n'existe pas simplement en Europe. Ok? Ça existe même aussi en Afrique. Où se trouve la débat aujourd'hui au Mali, depuis que le président Alpha Ouma Kourara est pris au pouvoir? Où se trouve le parti, comment on appelle ça, démocratique du Mali, depuis que, comment on appelle ça, Bodibo Keïta est parti, et bien d'autres partis de la sorte dans les différents pays. Et ça nous ramène aussi à une question de comment ces partis-là sont effectivement gérés avec une tête très forte sur laquelle tout se repose. Mais je vais dire, moi, docteur Eddy, de ma position, même si je suis redevenu ces derniers temps, on observe que je suis aussi un peu silencieux, mais je demeure convaincu, comme je le dis encore une fois, et c'est mon appel à l'espoir, qu'il demeure encore en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, au Gabon, des génies, des hommes, des femmes et des fils et des filles qui sont capables de changer les situations. Si on n'a pas cet espoir-là, c'est que tout ce que nous faisons là. D'accord. Bien. Merci, docteur Ekedi. Jacques, Roger. Oui, merci. Des questions? Oui, merci beaucoup, docteur Eric Eddy. C'est toujours intéressant et puis toujours instructif donc de l'écouter. Voilà. Quand vous, et, vous ne vous lassez jamais, tellement qu'il est non seulement très éloquent et qui maîtrise un peu le plus souvent les sujets. Alors, quand j'ai dit le plus souvent, bon voilà, toujours les sujets. Voilà, je crois que c'est mieux. C'est mieux ainsi. Alors, docteur Eric Eddy, j'ai deux petites questions. La première question, c'est par rapport au parti unique dont vous avez longuement parlé donc, de ça. Est-ce qu'au vu de ce qui est en train de se passer, docteur Ekedi, est-ce que nous ne sommes pas trop vite rentrés dans le système donc, de partis, j'allais dire, pluriel, où tout le monde peut participer aux élections? Ça, c'est la première question. Et si on vous demandait maintenant de faire une étude comparative entre le système de parti unique au temps du président Houphouët et puis ce que nous sommes en train de voir, est-ce qu'on peut parler qu'il y avait un progrès? Quand je parle en termes de progrès, c'est surtout au niveau donc, du pouvoir d'achat de la population, de la paix, de la sécurité, docteur Ekedi. Ça, c'est la première question. Merci, frère Jacques Roger. Je reviens d'abord à votre introduction, à ton introduction, qui maîtrise un peu. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais eu la prétention de maîtriser tous les sujets. Et donc, si même on juge que je maîtrise un sujet un peu, ça me permet de continuer de faire des recherches. Donc, à ce niveau-là, tu n'as pas besoin de te reprendre, tu as bien parlé. Voilà. Et c'est ce qui doit être fait. Parce que quand on arrive à une situation où on continue de dire, ah, il est le maître absolu de X, Y, Z, c'est ce que nous voyons très souvent dans la politique en Côte d'Ivoire, on ne peut plus questionner celui qu'on appelle le maître, on ne peut plus questionner celui qu'on appelle le leader, parce que dès que vous ouvrez la bouche pour questionner ou bien pour critiquer, vous devenez un très vous quelqu'un qui a perdu les pédales. Et nous en avons été victimes. Moi, je suis d'accord avec vous sur ça et je voulais souligner ça. Mais est-ce qu'on n'est pas rentré trop vite dans la période de l'expression plurielle du parti, du multipartisme? On est mal rentré dans le multipartisme. Il est mal rentré dans le multipartisme. Parce que le parti unique, et ça c'est la deuxième partie de votre question, de votre première question, le parti unique a apporté bizarrement une stabilité. Ça, on constate ça. En tout cas, dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Il y avait une stabilité, mais sur quoi reposait cette stabilité? Cette stabilité-là reposait sur la suppression de la parole. Cette stabilité-là reposait sur l'absence de la contradiction. C'est-à-dire un journal, le Fraternité Matin, une télévision, RTI, bon, plus tard RTI 2, c'est-à-dire un seul parti politique, un seul bureau politique. Le président Foumbagné qui donne la citation du jour, chaque jour, et le journal télévisé ne couvre que les activités du PDCI, c'est la télévision partie. Un seul gros syndicat en Côte d'Ivoire, l'UGTCI, il n'y a pas de contradiction. C'est sur ça que ça reposait. Ça reposait aussi
sur ce que j'ai appelé dans un document que j'ai écrit la dictature de l'argent, la dictature de l'ethnie et la dictature de l'âge. Voilà les éléments fondateurs ou bien fondamentaux sur lesquels c'est reposé et que le parti unique a perpétué. La question de l'ethnie. Déjà, Immanuel Wallenstein, dans les années 60, en jetant un regard sur la politique africaine en Afrique de l'Ouest, surtout, avait dit qu'un élément phare, c'était comment on appelle ça, l'élément de l'ethnie. Ce n'est pas une nouvelle chose parce que nos États, vraiment, ont une diversité culturelle, ethnique, sur laquelle il faut bâtir. Et ça nous a aidés aussi. C'est pourquoi Jacques Roger, on le sait, le système des alliances culturelles qui existent entre les différents peuples, mais ça a été savamment instrumentalisé, enfin, utilisé dans ce sens. Quand on dit instrumentalisé, ça peut être un peu négatif, mais ça a été bien utilisé pour aussi maintenir et asseoir la stabilité que nous avons eue. Donc, c'est une bonne chose. Alors, pour revenir à la question, je dis que le multipartisme n'est pas une mauvaise chose, mais on est mal rentré dans le multipartisme. Et là encore, dans un document que j'ai rédigé, je disais par exemple, comme thèse que j'avançais, que la Côte d'Ivoire est rentrée dans le multipartisme sans réviser sa base constitutionnelle. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest qui est revenu, donc les rares pays qui sont revenus au multipartisme sans forcément changer la constitution. Or, que ce soit au Sénégal en 2000, que ce soit au Burkina Faso, les autres pays, Guinée, tout ça, avaient pas une conférence nationale, même au Bénin et autres, tout ça, ils sont sortis avec une nouvelle constitution où on a balisé pour dire, bon, maintenant, le pouvoir politique, celui qui est élu doit être là pour 2 mandats successifs. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire ça, pour limiter le mandat. En Côte d'Ivoire, on ne l'a pas fait. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait qu'on a obtenu des résultats ou bien les autres ont obtenu des résultats qui sont mieux que maintenant. Ce n'est pas ça la question. Donc, Jacques Roger, je crois qu'on est mal rentré dans le multipartisme. On y est mal rentré. Et pourquoi on y est mal rentré? On y est mal rentré parce que la thèse selon laquelle la léthargie économique que les pays africains traversaient, ce que j'ai appelé la période de la décennie perdue, selon les historiens, Basil Davidson, le Gagné Adouboahen et bien d'autres, et même les autres économistes, on a blâmé ça sur les leaders politiques pour dire que c'est parce qu'ils sont au pouvoir pendant trop longtemps. La Côte d'Ivoire et les autres pays africains ont des problèmes économiques. Donc, de ce fait, si on renouvelle la classe politique et on limite les mandats présidentiels et qu'on organise des élections, on va aller vers une démocratisation et une prospérité économique. Aujourd'hui, nous pouvons tirer les conséquences. Est-ce que nous avons atteint cette prospérité économique? La question, à répondre à cette question, elle est non. Ça veut dire qu'il y a un problème. J'étais à un symposium le week-end passé à l'Université de Pennsylvanie, ici justement, organisé par des étudiants du LAUD sur les nouvelles opportunités en Afrique. Et il y a un professeur qui a donné une thèse que tout le monde aborde. La Chine, aujourd'hui, donne un exemple de prospérité économique sans forcément s'appuyer sur ce qui nous a été vendu ou bien que les Africains ont adopté à partir de 1990. Je reviens maintenant à votre deuxième question. Quand on fait la comparaison entre la période du parti unique et la période du parti, dans le cas plutôt précis de la Côte d'Ivoire, 1958, PDCI a quoi comme hégémonie sur la politique en Côte d'Ivoire, jusqu'à la mort du président Foumbani. Donc, si vous voulez, jusqu'à 1993, la Côte d'Ivoire vit une relative apathie. C'est vrai qu'on a eu des soubresauts économiques. À partir de 1989, on sait, la conjoncture a tellement frappé. D'ailleurs, on a commencé en 1981, quand le premier programme d'ajustement structurel a été mis en application, je pense, en 1983. Les économistes vont me corriger là-dessus, je donne une année, ce n'est pas exact, mais c'est dans les années 80 que le premier programme d'ajustement structurel en Côte d'Ivoire. Mais en 89, la mévente de cacao a entraîné beaucoup de problèmes dans le pays en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais sur le plan de la stabilité, on était toujours cité comme un exemple avec le Sénégal. Jusqu'à ce que, malheureusement, 1999 arrive. Il y a ça. Deuxièmement aussi, il y a le fait que le pouvoir absolu du président Foumbani, bon, écoute, comme on peut dire, on constate que les gens ne se frappaient pas, le pays n'était pas divisé en deux, le pays n'était pas divisé en 4. Il n'y avait pas eu des tentatives de qu'on appelle ça d'affichage du drapeau d'un autre pays sur notre territoire. Il n'y a pas eu la segmentation de notre pays en 2 territoires avec un qui est contrôlé par là-bas et ici, etc., etc. Bon, voilà un peu ce qu'on peut dire.
Donc, la période du multipartisme, dans laquelle nous avons fondé beaucoup d'espoir, pour laquelle déjà, je viens à l'université d'Abidjan, on s'est investi dans la rue pour dire qu'il faut libérer, il faut donner. Encore une fois, je dis, ce n'est pas parce que c'est mauvais d'y aller, mais je pense qu'aujourd'hui, reconnaissons que nous y sommes mal allés. On a cru que l'élection seule était la démocratie. Dans ces conditions, à qui la faute? L'opposition animée par Laurent Gbagbo qui a poussé le vieux jusqu'à bout, ou bien le président Houphouët qui a décidé donc de libérer un peu, pour permettre l'expression, le débat politique, c'est pour autant il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Parce que vous vous rappelez que le président Houphouët lui-même, alors le président a dit qu'il a le dos au mur. Dès lors que la Côte d'Ivoire, en ce moment, traversait des problèmes de difficultés économiques, la médiocre du cacao d'abord, vous vous souvenez, quand le président Houphouët est parti au sommet de Vitel, je crois en 88, il y est resté pendant plusieurs mois, mais c'était aussi, on disait, pour se soigner, pour négocier le cours du cacao. Le président Houphouët s'était absenté de la Côte d'Ivoire pendant au moins peut-être 7 à 8 mois, si mes souvenirs sont corrects. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se faisait? Dans toute la Côte d'Ivoire, des marches étaient organisées pour le soutenir. Mais la Côte d'Ivoire traversait une situation économique difficile. C'est justement dans ce contexte qu'on est allé chercher un monsieur pour venir déposer en Côte d'Ivoire. Et au lieu de nous conduire vers le bonheur, on est plutôt allé vers le malheur. Je sais que les partisans diront qu'il y a des ponts qui sont construits aujourd'hui dans la seule ville d'Abidjan, mais nous regardons le capital humain. Donc, à qui la faute, Jacques Rosier, encore une fois? Si nous sommes mal rentrés dans le multipartisme, ben, l'ensemble des acteurs politiques, y compris nous autres, parce que nous aussi, nous étions dans les rues, hein, et nous avons cru que par le simple truchement d'une élection, c'est ce qu'on avait croire, même si nous étions jeunes, il faut qu'on en prenne la responsabilité. Voilà. Et à un moment donné, est-ce que nous aussi, nous avons suffisamment questionné, même la leader de l'opposition, ou bien la liste qui était au pouvoir, est-ce que nous les avons suffisamment questionné? Est-ce que la société civile était suffisamment forte pour apporter cet autre contrepoids-là à ce qui est en train d'être fait? Vous avez vu? Et donc, quand il y a eu le coup d'État, vous avez vu aussi les réactions des acteurs politiques. On a salué ici, on n'a pas salué là, et puis on a dit oui, il faut aller à des élections au lieu d'établir des conditions. Et puis ensuite, à arriver 2000, avec un pays encore coupé en deux, on a accepté d'aller à ces élections. Ça produit ce que ça fait produire. Donc, je veux dire qu'il faut laisser le président pour venir dormir en paix. Nous saluons sa mémoire, il a été un grand homme, il a fait beaucoup d'erreurs, mais nous sommes encore là. Nous aussi, nous en faisons beaucoup. Donc, il faut vraiment distribuer ça. Mais il n'avait pas le choix, Jacques Rosier. Pourquoi, enfin, je termine là-dessus, pourquoi le président Houphouët n'avait pas le choix? D'ailleurs, les secousses au sein du parti unique n'ont pas commencé avant 1990. Ça a déjà commencé avec le retour des jeunes cadres, bestiaux, dédiés, Dikaye, l'étoile montante de Meïti, qui est revenu et qui voulait sa place. Vous vous souvenez qu'en 1980, il a organisé en son sein une compétition électorale pour les maires et les députés. C'était une façon justement de régler la question de la succession, autant il peut régler la question de la succession des leaders politiques ou bien de l'affirmation de nouveaux leaders politiques. Ça avait déjà commencé en 1980. Et puis ensuite, ça conduit. C'est ce que le Laurent Gbagbo a appelé dans un de ses livres, je crois que c'est une alternative démocratique en Côte d'Ivoire qu'il avait décrit comme étant, qu'on appelle ça, des élections démocratiques ou bien mi-démocratiques. Voilà. Mais moi, pour moi, c'est une élection démocratique qui, à l'intérieur d'un parti, on organise déjà des compétitions pour désigner qui, au lieu que ce soit au faux lui seul qui s'appelle pour pouvoir le faire. Donc, à partir de ce moment, le PDCI, à l'intérieur du parti unique, avait déjà commencé à prendre des secousses. Mais ce qui a vraiment, je pense que la situation économique difficile dans laquelle la Côte d'Ivoire se retrouvait a aussi fait accélérer les choses. Dans le premier coup, il n'avait pas le choix. Il ne pouvait plus résister à cette furie. Alors, cela m'amène donc à la deuxième question, docteur Eric Eddy. On va parler un peu donc du système électoral. On l'a expérimenté au temps du parti unique. Apparemment, ça n'a pas fonctionné. Hein? On a fait un coup d'État sous le général Gueye avec un militaire. Ça n'a pas fonctionné. On l'a expérimenté avec l'opposant historique Laurent Gbagbo qui arrive au pouvoir. Sur lui, ça n'a pas marché. On l'a expérimenté avec M. Alassane Dramane Ouattara qui, pour cette partisan, était la solution. Apparemment, ça ne marche pas.
D'où ma question. Est-ce que ce système une voix, est-ce que ça marche pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ne faudrait pas, docteur Eric Eddy, expérimenter un peu le système américain qui nous propose un peu le système de grands électeurs? Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on peut peut-être aller sur cette base que un grand électeur aura derrière lui peut-être 500 personnes. Et ça, c'est compatible avec nos mœurs parce que quand vous voyez comment le système en vote en Afrique, généralement, dans un gros village, vous avez une ou deux personnes qui sont donc qui représentent la région ou bien le village et qui votent pour pratiquement tout le monde après avoir discuté, bien sûr, avec tout le monde. Est-ce que ce système ne serait pas mieux? Ça ne pourrait pas un tant soit peu canaliser les systèmes de fraude? Parce qu'avec ce système de grands électeurs, si on va avec 500 voix, ça nous rappelle peut-être avec l'électorat qui a 6 millions, ça nous amène au moins à 12 000 personnes. 12 000 personnes qu'on amène dans une salle pour pouvoir voter, docteur Eric Eddy, ça peut nous permettre de limiter la tricherie et surtout avoir peut-être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. C'est ce que la question que vous avez posée et la réflexion d'ailleurs qui en découle. Je vais appeler ça un exercice de politique sociale ou de pensée politique. Voilà, political science. C'est-à-dire, quel est le système politique, social et économique le plus adéquat pour permettre l'épanouissement total des populations, des jeunes, des vieux, etc., etc. C'est ce que vous venez de dire. Peut-être que des chercheurs, moi, y compris, et bien d'autres, vont s'asseoir un jour pour analyser la question et puis dire, hey, au lieu de proposer le système présidentiel ou bien présidentialiste que nous avons en Côte d'Ivoire, et de penser que peut-être on peut faire l'alternative avec le système parlementaire, pourquoi ne pas faire l'expérience donc du système américain, comme vous le dites, avec les grands électeurs? Ça veut dire donc qu'il faut façonner la Côte d'Ivoire dans les différentes régions et puis de savoir quels sont ceux qui vont vers là-bas. Alors, donc, dans le meilleur des mondes, frère Roger, ce n'est pas impossible. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à répondre à une des questions du docteur Moukoutou. Mais, voilà un peu constitué peut-être des failles. Le système de grands électeurs n'exclut pas le vote de la population. Puisque dans le cas des États-Unis, s'il s'agit des élections présidentielles, par exemple, il y a d'abord le vote qui a lieu le premier mardi du mois de novembre de l'année électorale. Et c'est à l'issue donc du résultat de ce vote-là que les électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, se retrouvent donc pour voter. Et dans la plupart des cas, on veut avoir une adéquation avec l'expression de la majorité. Et puis, ce que les grands électeurs vont faire. Là où il y a des failles, il y a eu des fois où des présidents ont été élus aux États-Unis avec le pourcentage, le maximum des voix des grands électeurs, sans nécessairement avoir le maximum des voix de la population qui vote, c'est-à-dire le vote général. Et quelquefois, les gens ont trouvé qu'il y a vraiment, ce n'est pas normal que 3 personnes seulement se retrouvent quelque part pour aller devenir président, alors que la majorité des personnes, mais ça dépend de la taille aussi des États ou des populations. Mais ça, c'est leur culture. Il y a ce problème. La deuxième chose, est-ce que, et en ne supprimant pas la possibilité donc des populations, femmes et hommes, de se rendre aux urnes pour dire aux grands électeurs, voilà comment vous devez voter, ou bien vous pouvez donner une éducation, est-ce que durant cette période-là, on aura réglé la question de la fraude électorale? Est-ce qu'on aura réglé la question de l'enrôlement sur les listes électorales? Est-ce qu'on aura réglé la question de la non-distribution des cartes des électeurs et des électrices à temps? Est-ce qu'on aura réglé le problème de l'intimidation des voteurs ou bien des votants, par exemple? Si ces questions-là sont réglées, je crois qu'on peut aller véritablement vers un processus électoral ou bien un exercice électoral qui est véritablement, j'allais dire, pour utiliser les meilleures expressions ici, démocratique. Mais il y a beaucoup de questions donc à se poser. Ensuite, il y a la question
pour moi, du winner take all. Je pense que une façon de résoudre ce problème, docteur Nkoto, et ne pas aller, Jacques Roger, et ne pas aller forcément vers le système de grands électeurs, ce n'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible parce qu'effectivement, vous avez raison. Chez nous, c'est le chef du village ou bien la notabilité. Après, peut-être s'être réuni avec les gens qui disent, ah, on s'est réuni avec les gens, voilà ce qu'ils font. Peut-être que ça peut résoudre le problème. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'aspects techniques que je ne vois pas possible parce que la suppression du vote, la fraude électorale n'a rien à voir avec le système qui est mis en place. Un système parlementaire ou pas, comme on le voit en Afrique du Sud, vous voyez qu'à des moments donnés, le Parlement sud-africain est obligé de se réunir pour faire soit un vote de confiance pour le président, pour faire un vote de non-confiance. En ce moment-là, il s'en va comme Thabo Mbeki est parti et comme même Zuma aussi a perdu de pouvoir. Donc, voilà des mécanismes qui, normalement, doivent être en place. Tout cela se résume à quoi pour moi? Ça se résume effectivement à la question de poids et de contre-poids, de la séparation des pouvoirs, effectivement. Donc, là où Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, fait la promotion du régime parlementaire, justement, c'est pour arriver à une situation où le pouvoir n'est pas trop concentré dans les mains d'un individu, mais il est plutôt diffusé et distribué. Et une autre façon aussi, Jacques Roger, effectivement, de y arriver, tout ce qu'en Côte d'Ivoire, on dit qu'on veut faire la décentralisation. Et dans beaucoup de pays aussi. Je me souviens bien déjà, dans les années 2000, le président Alpha Konaré du Mali disait que la décentralisation était la voie de sortie pour les pays africains. Aller de la déconcentration vers une plus grande décentralisation des pouvoirs, de sorte à rapprocher les pouvoirs publics des populations. Et je pense que ça, il faut effectivement acter la décentralisation. Et si c'est fait, je pense qu'on peut arriver, peut-être même au système de grands électeurs ou des systèmes parlementaires, ou bien même un système présidentiel qui ne nous pose pas trop de problèmes quand il en vient des élections. Voilà ce que je veux dire pour répondre à cette question.